l'inclusion des personnes en situation de fracture numérique. Et en fait, ma question s'adresse plutôt à l'europorteur de la proposition de loi, mais appuie aussi ce que disait mon camarade derrière. En fait, nous aurions vraiment besoin que dans la proposition de loi, le mot alternative soit défini. Parce que quand nous, les acteurs de terrain qui sommes en contact avec la population, nous devons appuyer des propositions, on s'appuie sur la loi. C'est-à-dire que si le mot alternative n'est pas défini, nous n'avons rien en fait pour aller chercher la hiérarchie qui est responsable pour organiser en fait ces alternatives. Et donc, je voulais un peu savoir ce qui était possible au niveau de cette définition. On parle aussi du contexte économique. Dans plusieurs domaines, à chaque fois, on nous dit que la région bruxelloise a besoin de l'appui du fédéral pour alimenter et financer les propositions qu'on fait. Donc, qu'est-ce qui est possible de faire? Merci pour votre écoute. Si je puis me permettre, les grands oubliés, souvent des journalistes et même de ce débat, sont les personnes qui travaillent dans les administrations qui sont aussi fortement en souffrance de cette situation. Donc merci d'avoir fini. Oui. Bonsoir, Didier Cornel, fonctionnaire fédéral qui suit notamment les questions de non-recours aux droits sociaux et par ailleurs passionné par les progrès technologiques, surtout lorsqu'ils sont utiles à plus de solidarité, plus d'égalité et plus de résilience. J'ai deux remarques et deux questions. Une remarque concernant Connectou, sans être aussi critique que l'intervenant précédent. Moi, ce qui m'a frappé pour avoir suivi cette formation, c'est simplement que ça ne comprend aucune obligation, mais zéro, rien, pour les personnes qui ont suivi la formation par rapport aux personnes en difficulté. Il n'y a rien. On reçoit un magnifique certificat et on est invité à rencontrer le secrétaire d'État demain pour une petite, activité devant la presse, mais on n'a strictement aucune obligation. La deuxième remarque, c'est moi, j'entends bien tout au digital, tout au présentiel, tout au téléphone. Moi, je pense que c'est surtout tout à l'inclusif. Et donc, que ça doit comprendre l'ensemble des méthodes de communication selon les personnes. Parce que prenons ici, soyons clairs, si cette réunion elle était par exemple hybride, il y aurait un nombre de personnes supérieures qui pourraient assister, qui pourraient participer, notamment les personnes handicapées, les personnes, etc. Les personnes qui ont des enfants en maladie. Ok. Alors maintenant, et dans ce cadre-là, deux questions. Au niveau fédéral, il y a une magnifique législation qui, dans la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration, je vous la lis. Toute correspondance émanant d'une autorité administrative fédérale indique le nom, la qualité, l'adresse et le numéro de téléphone de la personne en mesure de fournir de plus amples informations sur le dossier. Autrement dit, au fédéral, théoriquement malheureusement, on est toujours obligé, comme fonctionnaire, lorsqu'on gère un dossier, de donner son nom, son adresse, son numéro de téléphone. Évidemment, il n'est pas marqué explicitement qu'on est obligé de répondre, mais quand même, on peut considérer que, et donc, comme on est obligé de donner son adresse, théoriquement, etc., etc. Vous me comprenez. Est-ce que quelqu'un, dans cette honorable assemblée de représentants politiques, considère que cette obligation devrait, ou ne devrait pas, plutôt, est-ce que quelqu'un considère que cette obligation est appliquée, devrait aussi exister au niveau régional? Ou plutôt, si vous considérez que ça ne doit pas exister, dites pourquoi. Et la deuxième chose, c'est, par rapport à la question qui a été posée, est-ce qu'il faut obliger les citoyens à faire des choses? Je pense que la réponse est clairement non. Il ne faut pas obliger, quand même. Il ne faut pas obliger les citoyens à faire des choses, sauf ce qu'ils savent déjà faire, quand même. Donc, c'est une autre discussion. Mais par contre, il faut obliger les fonctionnaires à faire des choses. Et donc, ça doit notamment, pour moi, être une obligation de résultat de la part des administrations pour toute formalité disponible en ligne, que les citoyens qui contactent arrivent à faire ces formalités en ligne. Et donc, êtes-vous pour une obligation de ce type-là, une obligation de résultat de la part des administrations pour permettre l'accès effectif à tout ce qui est en ligne? Donc là, vous parlez
de Donc, par vérifier exemple concret, donc l'accessibilité des sites, quoi. une personne a accès, enfin comme ça nous Oui, il y arrive a à des tous. études qui sont faites, mais de nouveau, c'est qui les fait, c'est qui les personnes testent, c'est toujours le même machin, quoi. Pour vérifier, si vous parlez de l'accessibilité des sites, pour vérifier s'ils sont accessibles. Donc, non, ça veut dire qu'il y aurait toujours numéro de téléphone, email, etc. Et l'obligation, lorsque les fonctionnaires sont contactés, les helpdesk et tout ça, d'arriver à ce que la personne remplisse ces formalités. Et je dirais rapidement que ça a, outre l'avantage pour les citoyens, étant donné que les administrations où les formulaires fonctionnent mal seraient débordés d'appels, eh bien, elles seraient poussées à améliorer leurs formulaires. Et juste en passant, il existe aussi au niveau fédéral une obligation pour l'agence de simplification administrative qui a changé de nom maintenant, mais d'examiner les formulaires et de vérifier s'ils correspondent aux lois, etc. Mais c'est jamais appliqué non plus, quasiment jamais malheureusement. C'est comme le truc Only Once. Oui, ça fait partie de la loi Only Once qui n'est jamais appliqué et qui est pour le coup génial, mais jamais appliqué. Bonjour, je suis assistante sociale à XL, dans la commune. Donc, je disais que je suis assistante sociale à XL dans une ASBL. C'est pas du commun. Encore plus fort. Vous avez compris quand même ou pas? Oui. Ça va. Bon, je suis un petit peu déçue du débat par rapport à savoir ce qu'on veut faciliter par le numérique. Ma deuxième question, c'est pourquoi est-ce qu'on oppose les publics? On a beaucoup parlé de soit les fragilisés, soit les vieux, les jeunes, les travailleurs ou pas. Ici, on est face à la question de savoir que ça nous concerne tous. Je voulais faire une remarque par rapport à la numérisation des instances juridiques qui ont été commencées par la justice de paix, c'est-à-dire le bas de la pyramide. C'est donc à ce niveau-là qu'on essuie des plâtres et que donc c'est aussi le lieu qui touche le plus les particuliers. Je vous laisse tirer les conclusions. On n'entend toujours pas. Ensuite, je voulais dire qu'à l'instar de la voiture électrique, qu'en est-il effectivement de la réduction de consommation? Quel est le calcul du bilan carbone? Je rejoins un petit peu. Et enfin, ma dernière question, c'est qui lit les dossiers, les questions, etc., qui sont remis de manière numérique? Parce que l'analyse, elle est faite par qui? Par un ordinateur? Par quel dossier, pardon? Dans tous les dossiers qu'on renvoie par le numérique, on ne se pose pas la question de « et ils arrivent où ?» Et tous les formulaires, etc. Est-ce qu'on pourrait garantir qu'il y a quelqu'un qui lit ces dossiers? Ça revient un peu à ce que monsieur disait là derrière, qui est que est-ce que l'analyse de ces dossiers, de tous ces formulaires, de toute cette numérisation, elle est faite par qui derrière? Elle est faite par un ordinateur, par une IA ou par un humain? Donc, parce qu'il y a eu plusieurs questions, donc je vous facilite la tâche. Donc, il y a eu votre première. J'ai pas compris. Que vous étiez déçu par. J'ai pas compris. Donc là, on parle vraiment des. La question du débat. C'est les administrations. Ah oui, oui. Ah, mais ça, c'est beaucoup plus large. C'est beaucoup plus large, je pense. Oui, ça, c'est. Ouais. On peut, donc je mets dans votre... Est-ce qu'on pense à, finalement, est-ce qu'on veut être dans une société des écrans? C'est ça votre... La question. Là, vous aviez posé la question des publics. Deuxièmement, vous avez parlé de la numérisation de la justice, mais comme là, c'est au fédéral. Ouais. Justice de paix, mais c'était quoi? On me demandait de préciser, c'était quoi que vous vouliez... Enfin bon, on verra comment est-ce que vous voyez ça. Et alors le bilan carbone, et qui lit les formulaires, tout un programme. Alors, peut-être vous n'êtes pas obligé de répondre à toutes les questions tous, donc si vous sentez que votre intervention va rajouter quelque chose qui n'a pas encore été dit, allez-y, si c'est pour répéter. Très rapidement, pour rester dans la logique et pour respecter le temps, donc moi je suis assez favorable à la proposition que chaque agent traitant mette ses coordonnées. Je crois que c'est un bon suivi et c'est vrai qu'il n'y a rien de plus embêtant de recevoir une lettre et de ne pas savoir à qui s'adresser. Encore faut-il quand on appelle au téléphone qu'on décroche, mais ça c'est un autre problème. Au niveau de
La facilité, il ne faut pas nier la facilité du numérique. Je prends un bête exemple. J'ai eu besoin cette semaine d'un certificat de résidence. Mais j'ai su manipuler. J'étais d'ailleurs très fier parce que c'est pas si facile. Et j'ai su imprimer mon certificat de résidence. Sinon, ça m'aurait sans doute obligé d'aller jusqu'à la commune, faire éventuellement la file au guichet ou appeler quelqu'un qui me l'enverrait, etc. Donc, je pense qu'il y a quand même une facilité. Le seul problème, c'est qu'il ne faut laisser personne au bord du chemin et que des gens qui sont plus en difficulté par rapport à l'informatique, il faut pouvoir les soutenir, les former, ou en tout cas avoir la possibilité d'avoir un accès physique pour retirer un accès physique dans des conditions raisonnables, c'est-à-dire pas une file d'attente d'1 heure pour un simple papier. Je ne pense pas non plus que dans notre débat, on oppose les publics. On constate simplement qu'il y a des publics qui sont inégaux devant un système et qu'on doit essayer de mettre tout le monde au même niveau. Voilà. Pour la justice de paix, je n'ai pas compris. Et pour l'impact carbone sur le numérique, alors, à moins qu'il y ait de mes co-invités qui veulent répondre, sinon vous avez Jules qui est un expert. Merci beaucoup. Mais c'est bien parce que je vais répondre à d'autres questions, comme ça on va essayer de aussi varier un peu les plaisirs, parce que l'heure tourne et on ne voudrait pas que ça se passe moins bien pour vous et votre concentration et votre plaisir. Donc je voulais juste revenir effectivement, parce qu'on m'a un peu interpellé directement, tout à l'heure quand j'évoquais les objectifs en termes de nombre d'agents formés, brevetés par Connectou, on souriait. Maintenant, je vois qu'il y a quand même 2 personnes dans cette salle qui ont déjà été formées au moins, et donc 3, non, qui ne sont pas convaincus, mais qui ont été formés. Donc ça veut dire que déjà, voilà, en termes de nombre, je pense qu'on est dans quelque chose d'intéressant. J'espère que les faits, oui, par rapport à cette salle, je ne sais pas combien de personnes travaillent dans l'administration par ailleurs, mais je trouve que c'est quand même intéressant pour un projet qui a commencé en mars 22. Maintenant, j'espère aussi que les faits vous convaincront par rapport à la suite. Ce que je peux vous engager à faire, en ce qui concerne l'inappropriation, visiblement, des programmes Madame qui travaillaient à Actiris, par rapport au public, c'est de m'envoyer, par exemple, des choses, des éléments plus détaillés que je puisse rapporter. Et ça, je le ferai grand plaisir. Vous travaillez, je comprends bien, déjà beaucoup dans l'inclusion. Vous êtes là ce soir, ça montre aussi votre intérêt pour ces sujets. Donc j'imagine effectivement que vous ne vous apprend rien, qu'il y a déjà beaucoup de choses qui sont acquises dans votre sensibilité, mais j'entendrai volontiers les détails que vous voulez donner. Un monsieur qui parlait beaucoup d'obligations, je pense qu'effectivement, dans une obligation par rapport aux agents qui sont formés, je ne suis pas sûre que ça plaise énormément aux agents en question. C'est quand même une formation. Voilà, je suis aussi libérale, donc il y a quelque chose qui me chipote là. Vous parlez beaucoup d'obligations. Celle que j'aime beaucoup, c'est l'obligation de résultats quand vous parlez aussi de la qualité du service. Je pense que c'est quelque chose qu'on n'a pas beaucoup évoqué, mais c'est que la qualité, elle doit être présente et pour le service en ligne et pour le service aussi humain en personne. C'est pas toujours le cas non plus, hein, et donc je trouve que c'est une logique qu'on devrait peut-être avoir plus à l'esprit, c'est que la qualité, on devrait pouvoir l'observer, l'encourager pour l'ensemble, et je pense aussi que ça pourrait faire partie d'un aspect spécifique du projet d'ordonnance, ce souci de qualité à tous les échelons, mais je pense que c'est un aspect qu'on pourrait aussi apporter. Mais là, on parlait de la région. Alors, moi, je voudrais quand même d'emblée rappeler qu'on oppose souvent le numérique et l'humain. Pour moi, c'est pas l'un ou l'autre, en fait. C'est l'un et l'autre. En fait, l'humain et le numérique, et pas l'humain ou le numérique. L'humain doit rester, en fait, l'humain doit être par défaut, donc ça doit vraiment être la règle, la norme. Et puis, on prévoit des alternatives, on prévoit des possibilités, on prévoit le numérique. Et je crois que c'est important d'apporter cette précision. Ça répond en partie aussi à ce que vous dites, madame. Vous êtes assistante sociale, c'est ma toute première formation avant de faire d'autres études, et donc je suis très sensible aussi à ce métier, parce que c'est un métier de proximité, un métier qui accompagne les personnes en situation de précarité, de vulnérabilité, et donc quand on est assistant social, on a à la fois besoin qu'on renforce l'humain, mais aussi qu'on nous outille les personnes pour pouvoir aussi utiliser le numérique. Je voudrais juste répondre à monsieur. Alors contrairement à vous, je vais vous voyer, parce que moi j'ai eu droit à un tutoiement. Alors, je n'étais pas au conseil communal hier soir parce que je ne suis pas conseillère communale, je suis parlementaire, donc j'étais au Parlement bruxellois, donc je n'étais pas présente. Par contre, mes collègues écologistes, avec le PTV, avec un membre d'indépendant, a co-signé la motion, je l'ai ici, donc les 3 ont co-signé la motion, qui certes, une motion, attention, hein, c'est pas une loi, hein, donc c'est pas une ordonnance, je sais que beaucoup d'entre vous le savez déjà, mais ça a surtout une portée symbolique. Mais je trouve que ça a le mérite d'exister.
Alors cette motion, elle a été votée pas dans l'état initial. Nous, on a proposé une motion qui était beaucoup plus ambitieuse au départ. Et nous aurions souhaité qu'elle soit votée comme elle l'était au départ. Mais vous savez comment ça se passe, la politique, quand on est plusieurs partis autour de la table. Le MR l'a aussi approuvé. Tous les partis qui composent le conseil communal n'a pas bronché, en fait. Personne s'y opposait, personne. Vous pouvez revoir le PV du conseil communal. Je viens de vérifier avec mon collègue, il me dit qu'en fait, vous faites allusion à un autre texte où il y a eu, en fait, apparemment, un vote avec une personne qui s'est abstenue. C'est un autre texte. Ici, je veux simplement vous dire que ça, c'est un peu le compromis à la belge. C'est qu'on se met d'accord, tout parti confondu, quel qu'il soit, à quelque chose, à un compromis qui n'est pas en fait un texte parfait, mais qui permet en tout cas à la commune de Molenbeek, je vous cite les 2 points qui a convergé autour de tous les partis, je m'arrêterai là, c'est de conserver l'accessibilité des guichets physiques, donc on ne sort pas vraiment du débat, et de continuer à développer les dispositifs liés à l'inclusion numérique, afin que les personnes en situation d'inégalité socio-numérique qui le souhaitent, pas d'obligation, qui le souhaitent se former aux différents outils numériques. Et moi, je suis très contente qu'à Molenbeek, tous les partis, opposition, majorité, droite, gauche, centre, se soient mis d'accord. C'est déjà un premier pas. Merci. Merci. Et oui, gardons le vouvoiement et restons polis les uns avec les autres. Il est tard, mais tant qu'on n'a pas bu du vin, je vais être court, parce qu'il se fait tard. J'aurais bien voulu discuter avec vous, madame, concernant la justice de paix, ça m'intéresse, parce que j'avoue que je ne connais pas ce point-là, donc ça m'intéresse vraiment que c'est le temps où j'ai le premier pour qu'on puisse en discuter. Logiquement, tout acte administratif doit être fait et traité par un être humain. Pour l'instant, il n'y a pas encore l'IA, j'espère jamais, mais pour l'instant, pas. Et par rapport à monsieur, concernant. Donc, le hasard fait que je suis aussi président des engagés à Molenbeek-Saint-Jean. Donc, je connais très très bien le dossier. Et effectivement, si on prend le budget des EPN de 2022, dites-moi si je me trompe, il était de 900 000 euros. Des EPN Des EPN. Le budget je ne crois pas. Des subsides alloués aux EPN. En tout cas, Stéphane Andor a parlé de 900 000 euros. C'est la région qui a octroyé. Non, quand on est payé, non, je parle au niveau de la région. Je pense que c'est le budget de l'appropriation numérique, mais pas des EPN, mais si je me trompe, dites-moi. Ok. Et donc ici, pour répondre à la question par rapport à Madame Moreau, tous les bourgmestres sont responsables de leur budget, de pouvoir prendre des décisions politiques et des priorités politiques. Manifestement, ici à Molenbeek, une commune que je connais bien, Molenbeek-Saint-Jean, pardon, je précise, que je connais bien, la politique sur Molenbeek est gérée de manière très aléatoire. Pourquoi je prends l'exemple du budget? Rien que le budget alloué à son propre cabinet est de 800 000 euros. Voilà, la commune a été condamnée à plusieurs reprises pour des exactions assez importantes. Donc voilà, il faut ici... Je comprends que les personnes de PS se sont gênées. Je comprends que c'est les socialistes, défendant les socialistes, je comprends. C'est tout à fait louable, mais voilà. Concentrons-nous sur l'ordonnance pour ces numériques. Mais voilà, ici je voulais préciser les choses par rapport au Molenbeek. C'est très important de préciser les choses par rapport à ce qui se passe dans la commune. Voilà, merci. Brièvement, donc sur l'aspect d'avoir un contact sur papier, un numéro de téléphone d'une personne qu'on peut appeler, je pense que c'est vraiment important, effectivement, quand on reçoit un courrier et qu'on puisse directement savoir la personne à qui on peut s'adresser et qu'il puisse avoir la même personne qui fasse le suivi. Sur la question de ce qu'on veut faciliter par le numérique, effectivement, pour les personnes en tout cas qui arrivent à l'utiliser, c'est quand même un gain de temps. Ça permet de ne pas devoir se déplacer ni de parfois prendre congé pour aller chercher un papier à la commune. Mais la question fondamentale, c'est que chaque citoyen dans notre région doit avoir accès aux droits et doit du coup avoir le canal qui lui correspond pour avoir accès à ce droit. Et c'est pour ça qu'il faut les alternatives qui sont indispensables. Sur la question du bilan carbone, je pense que c'est une question importante et qui se pose selon moi surtout avec le développement de la 5G à l'heure actuelle, parce qu'on sait qu'elle est très énergivore et donc il y a quand même beaucoup de questions qui se posent aussi à ce niveau-là, effectivement.
Alors je vais compléter. Je sais qu'on peut lire effectivement l'ordonnance sous plusieurs prismes, et notamment de se dire il faudrait d'abord parler du physique, du contact humain, et après du numérique. Ici, comme je vous l'ai dit dès le départ, la philosophie, c'est de compléter l'offre qui est l'offre de proximité, du contact direct. Un élément sur l'alternative. C'est vrai que c'est pas précisé en tant que tel de dire voilà l'alternative qu'il faut suivre, mais il y a une obligation dans le chef des administrations. En fait, on parle d'une responsabilité. Alors, c'est pas une vision paternaliste de la région de dire aux communes il faut faire ci, il faut faire ça, mais c'est de dire il faut être conscient que chaque citoyen, dès le moment où il va dans l'accès au numérique, il doit être accompagné. Et il y a plusieurs alternatives. Et il y a tellement de démarches différentes quand on s'adresse à, par exemple, une commune, qu'on ne peut pas simplifier et définir telle quelle l'alternative dans un projet d'ordonnance. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que dans la question de... Il y a les articles et il y a les commentaires, l'exposé et des motifs, c'est qu'on indique justement aux administrations de garantir, par exemple, comme type d'alternative, eh bien, le contact téléphonique. Alors j'ai entendu aussi que parfois c'est pas la panacée, mais en même temps, qu'on puisse aussi avoir les guichets physiques. Donc, d'une manière ou d'une autre, je reviens toujours là-dessus. L'ordonnance, c'est une balise. C'est vraiment un garde-fou pour empêcher d'autres dérives qu'on a maintenant vécues toutes et tous. C'est la dérive des banques qui ont décidé de dématérialiser, d'éviter le contact avec le contact humain. Est-ce que punition, sinon respect de l'alternative? Sanction, c'est ça que vous voulez dire? Moi, je pense qu'il faut des... Alors là, je ne vais pas être dans... Je ne vais pas la faire à la sauce CDH, ni oui ni non, pas sûr. Non. Allez. C'est le petit... Allez. Non, désolé. Je retire. La culpa. Non, c'est de se dire, on a parlé c'est une phase de transition pour les administrations. Il y a des administrations qui sont déjà très loin dans le mode numérique. On a parlé de Taxon Web, il y a aussi l'administration fiscale régionale. Il y a même eu les primes Révolution. Nous, on était assez étonnés que les primes Révolution, elles étaient que numérisées. Et c'est là où on a dit, attention, revenons aussi à l'aspect contact direct physique. Donc je pense qu'il faut une phase de transition où on va évaluer. Et c'est là où c'est monsieur qui est au sein de l'administration, monsieur Cornel, vous avez parlé de comment on crée de l'inclusion, comment on peut garantir l'accès à tout le monde via l'accompagnement. Je pense que dans l'ordonnance et dans l'esprit, dans notre esprit, en tout cas dans la volonté qu'on a ici autour de la table, c'est de ne pas laisser... il faut évaluer à chaque fois les étapes. C'est un peu comme le gender test qu'on fait dans les ordonnances qu'on développe. C'est de voir comment on respecte le cadre normatif, ici l'ordonnance. Merci. Et la question de qui évalue est toujours évidemment hyper importante. Il y aura malheureusement plus que 2 questions. Parce qu'il est déjà 10h30. Mais peut-être que la discussion va se continuer après. En visio. On va créer un groupe WhatsApp. Alors, Fabien Masson, donc, je suis ici au nom de Cabal, le collectif des acteurs bruxellois pour l'accompagnement numérique. Alors rassurez-vous, vu l'heure, je ne vais pas reposer une question, je vais plutôt transformer ma question en commentaire. Donc juste préciser que Cabal, on rassemble bien sûr les EPN, on a beaucoup parlé des EPN. Il y a les EPN labellisés, il y a les EPN qui ne sont pas labellisés. Et puis il y a tous les autres acteurs aussi de l'accompagnement numérique. Et je pense par exemple aux informaticiens publics aussi, dont on n'a pas du tout parlé, mais qui font aussi un rôle important dans ce combat pour permettre à chacun d'accéder aux démarches qu'il doit faire en ligne. Alors, donc je transforme ma question plutôt en commentaire où en fait je suis assez content parce que je pense que c'est la première fois que j'ai entendu autant de partis politiques se prononcer explicitement en faveur d'un financement structurel des EPN. Et donc ça c'est génial. Et on a pris bonne note. Et donc on ne manquera pas de revenir vers vous, de retoquer à votre porte, parce que le secteur il est unanime. S'il y a bien un besoin, une chose dont ils ont besoin, c'est ce financement structurel. Donc merci pour cet engagement, on reviendra vers vous.
Et juste préciser que les 900 000 euros qui ont été cités comme ça rapidement, ça n'a pas été du tout pour les EPN. Au contraire, on a même dû se séparer, nous, en tant que collectif, de notre seul salarié. Donc, pour les EPN, il n'y a rien eu. Ou peut-être si on gratte un petit appel à projet, mais voilà. Mais donc, oui, les 900 000 euros, c'est le plan d'appropriation numérique qui est très large et qui n'est pas du tout lié qu'à l'inclusion. Et oui, c'est ça, donc pas le financement structurel, on ne va pas revenir, on en a beaucoup discuté, complexe, irréel, suésite. Il y a beaucoup de paroles et je ne sais pas laquelle donner. Donc Daniel Flinker de Lire, Écrire, Bruxelles, 2 questions et une remarque en un temps record. Les parlementaires du Parti Socialiste et d'Écolo ont dit tous les deux « Je ne voterai pas l'ordonnance en l'état ». Est-ce que vous parlez en votre nom ou au nom de votre groupe? Si c'est en votre nom, comment on fait pour convaincre les autres personnes de votre groupe? Ça, c'est la première question. La deuxième question, vous avez parlé des filles écolo et le PS. Je pense que vous êtes en train de faire donc une résolution au Parlement avec des bons éléments en matière de guichet. Pourquoi cette résolution n'est pas alors dans l'ordonnance directement? Et puis un commentaire, depuis des mois, on est en train de se mobiliser contre cette ordonnance Bruxelles numérique. Le 14 juin, en matinée, on fait une réunion de bilan et de perspective autour de cette campagne contre Bruxelles numérique. Donc j'invite tous les personnes membres d'associations citoyens à venir à cette réunion. On peut se retrouver pour donner toutes les coordonnées. C'est à la Maison de la Francité, le mercredi 14 juin. On peut en discuter à la sortie. Merci. Alors, toujours très rapidement, donc, on a bien noté, je vous confirme, pour le financement structurel des EPN. Ce que je voulais dire, c'est que d'après ce que j'ai comme sensibilité, comme retour au niveau de mon groupe, je ne serai pas le seul à voter contre cette ordonnance. Et je pense que ce qui est vraiment important, et c'est l'occasion de le souligner ce soir, c'est la mobilisation, votre mobilisation, la mobilisation du collectif, parce que je pense que les lignes sont en train déjà de bouger, quand j'entends l'ensemble de mes collègues, et donc ce qui est important, c'est de maintenir cette mobilisation. Ça facilitera certainement la tâche pour arriver à ce que nous souhaitons tous. Voilà, je vous remercie. Alors, Daniel, je l'ai dit, je l'ai répété, je dis que je ne voterai pas en l'état le texte, et puis ensuite je dis Écolo ne votera pas le texte en l'état, parce qu'en fait, c'est logique aussi dans ce que j'ai apporté comme élément supplémentaire, puisque j'ai parlé de cette proposition de résolution, et donc je t'ai quand même mis assez rapidement au courant de ce travail collectif, mais encore une fois, comme tu le sais, toi je peux te tutoyer parce qu'on se connaît. J'allais dire, non, attendez. On se connaît et on s'est autorisé à se tutoyer. Je trouve que c'est différent quand on accepte. Voilà. Et c'est vrai, pour le véto malentendu, d'un élément, c'est tu vois, parce qu'on communique ensemble et on s'est autorisé tous les deux à se tutoyer. Par contre, quand il n'y a pas une autorisation, je trouve que c'est un peu trop direct. Mais donc voilà. Mais donc pour répondre à la question, donc oui, en l'état, on ne votera pas tel quel. C'est d'ailleurs pourquoi nous avons proposé ce texte qui est en fait complémentaire. Pourquoi il n'est pas dans l'ordonnance? Moi, j'aurais souhaité que ce soit dans l'ordonnance. C'est pas moi qui ai fait l'ordonnance. Ici, c'est un texte complémentaire qui vise les guichets physiques, alors que l'ordonnance, elle, vise en fait l'appropriation numérique, qui vise en fait, monsieur le ministre, quand je l'interroge, il me dit, moi, je reste dans mes compétences de ministre de la transition numérique. Je pense que j'ai répondu, Daniel, à tes questions. Merci. C'est fini? Eh ben, merci. Merci à vous tous. Merci à Perrine, Anne pour les introductions. Merci à vous d'être venus et continuez la mobilisation parce que ça paye apparemment. Donc bravo à vous.